Juste un petit rappel les amis pour vous dire que toutes mes vidéos sont aussi disponibles en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Les amis, bienvenue, on espère que vous allez tous très bien et on est très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un nouveau podcast. On est avec Stan et tranquille, les doigts de pied en éventail, c'est la trêve internationale, c'est le moment de se reposer. Stan, tu te reposes ou tu me parles de mode carrière sur FIFA là, ça se passe bien je crois. Ouais, non, franchement, ça se passe très bien là sur FIFA, tu vois. À défaut de pouvoir vivre dans la réalité du Real Madrid, évidemment, hein, dans une réalité qui appartient au Real Madrid, au moins virtuellement, je viens de gagner ma deuxième Ligue des Champions. Tout se passe très bien. D'ailleurs, c'est assez drôle. Kai Havertz a été Ballon d'Or. Ah oui, d'accord. Effectivement, Kai Havertz, ouais, tu vis meilleur par buteur. procuration des beaux parcours, des belles émotions. Franchement, Havertz, incroyable. Je pense qu'il m'a mis 32 buts cette saison. Plus de 17 en Ligue des Champions. Incroyable, franchement. Ah, Tout 17 simplement. buts en Ligue des Champions. C'est le record de CR7, je pense, 17 sur une campagne. Ouais, effectivement. Pas mal. Effectivement, Eh ben, écoute, on n'est pas prêt pour le moment où Kai Havertz effacera des tablettes Cristiano. Et en parlant de Cristiano, Ligue des Nations, ce soir, à l'heure où on s'enregistre, il y a les quarts de finale qui démarrent. Ouais. C'est 2 semaines de trêve internationale de partout dans le monde. On a en Afrique des éliminatoires pour la Coupe du Monde, en Amérique du Sud aussi. Je crois qu'il y a une CONCACAF Nations League Gold Cup machin en Amérique du Nord, un Final Four, Panama, Canada, États-Unis, Mexique. Une guerre diplomatique. Ils vont beaucoup parler de tarifs et de protectionnisme et de libre-échange. Et ils sont en train de vivre, vous êtes en train de vivre aussi quelque chose de très funky. De partout dans le monde, c'est la trêve internationale. Et ouais, on en profite avec Stan pour juste... on parle de beaucoup d'autres choses. La Ligue des Champions, la finale, ça arrive bientôt. Sprint finale, moi je suis en train de préparer avec ma série Top 8. Mais aussi, ça vaut le coup de revenir un petit peu sur cette trêve. La Coupe du Monde, c'est dans, en vrai, un petit peu plus d'un an. 1 an et 3 mois, ça va vite. L'Euro, c'était il y a à peu près 1 an et la prochaine échéance, elle arrive bientôt. Mais il se passe des trucs un petit peu sur cette trêve internationale. Donc, on a préparé quelques angles qui nous intéressent, des choses qu'on est en train un petit peu de surveiller là, peut-être d'un petit peu loin, mais de regarder un petit peu tranquille comme ça. Et ouais, on voulait en parler. Je pense, commencer parce que je vais pas parler de l'équipe de France dans cette vidéo, donc si tu as préparé un truc sur les Bleus, je te laisserai le terrain libre. Mais il y a un truc qui m'intéresse bien, parce que si on parle de foot européen, le gros morceau du foot européen en ce moment, c'est une Espagne qui a non seulement remporté le dernier Euro en remportant les 7 matchs, mais honnêtement, le foot qu'elle a pratiqué, c'est le meilleur foot du foot de sélection que j'ai vu sur la dernière décennie. Et franchement, je vois pas quelle équipe s'approche du niveau qu'a mis en place l'Espagne. Ils étaient tellement forts, ils étaient tellement au-dessus, tellement loin du reste du plateau. Et ils ont enchaîné avec, sur la campagne de Ligue des Nations, là, sur les rassemblements internationaux, que j'ai pas du tout suivi de septembre, octobre, novembre, là, les 3 qu'on a eu en début de saison. Ils ont enchaîné avec 6 matchs, 5 victoires, 1 nul. Ils ont battu 2 fois la Suisse, ils ont battu 2 fois le Danemark. Ils sont vraiment encore sur une bonne forme, et bien sûr, ils ont perdu Rodri, mais on a vu pas mal de Zubimendi, Fabian Ruiz sur cette doublette de l'entrejeu. Ça avait l'air de bien marcher. Et après, c'était Olmo, Pedri en 10. Ils ont mis un peu de Mikel Merino aussi. Ce qui m'intéresse, c'est en pointe et derrière. En gros, en pointe, moi, j'ai trouvé qu'à l'Euro, Morata, c'était pas mal. C'était pas le joueur le plus en lumière, etc., mais était très utile dans son rôle de faux neuf, décrochage, pour lier avec le reste du secteur offensif. Il avait le brassard de capitaine aussi, il avait un rôle de leadership. Mais à la prochaine Coupe du Monde, il aura genre 33 ans et demi. Maintenant, il est parti à Galatasaray. Sur les 6 matchs, là, il a été titulaire 3 fois, donc quand même, plus que tout autre avant-centre, mais seulement la moitié du temps aussi. Et le reste du temps, il y avait du Ayoze Perez, il y avait du Rossellou, il y avait un petit peu de Ferran Torres, même si pas titulaire. Et moi, j'ai un petit peu une question sur à quoi va ressembler le trio offensif de l'Espagne d'ici la prochaine Coupe du Monde, sur les prochaines échéances, parce qu'on a Yamal, on a Nico Williams. Si Morata, qui par exemple, même quand il est arrivé en Turquie là, à Galatasaray, il a joué que la moitié des matchs parce que le reste du temps était blessé. Il a eu un claquage, je crois, un truc comme ça. Donc même forcément, au niveau physique, il va continuer de décliner. Le temps va le rattraper.
Et j'ai vu que sur ce rassemblement international, ils ont convoqué, comme ils l'avaient fait au dernier d'ailleurs, et il avait joué 45 minutes, Samu Ageoa, ex-Samu Omorodion, le crack de Porto, là, 20 ans, un gros prospect. Et je suis curieux de voir là, notamment sur ce rassemblement, et il joue ce soir contre les Pays-Bas, l'Espagne, et il y aura le match retour dimanche. Je suis curieux de voir s'il a du temps de jeu, comment il s'intègre dans ce collectif. Est-ce qu'il est Espagne compatible? Parce que c'est un gros morceau avec Porto, et il a des duels, par exemple, je me souviens contre Ousmane Diomandé dans un Porto Sporting très costaud, etc. Mais Morata, c'était plus le jeu en décrochage, la relation, la liaison, et un faux neuf vraiment espagnol qui s'efface au profit des ailiers. Est-ce qu'un Samu Aguewa, il a le profil? Parce que top prospect. Ça m'intéresse bien. Et peut-être aussi derrière la défense centrale, il y a une question, parce que je ne sais pas si tu as vu, mais Laporte blessé, du coup il n'a pas été convoqué. Inigo Martinez aussi, qui avait été convoqué finalement, non, petite gêne, donc il n'est pas dans le groupe. Et ils ont bien sûr Koubarsi, mais du coup ils ont appelé Raúl Asensio, 22 ans, mais aussi Dean Huijsen pour sa toute première cape, là, 19 ans. Donc maintenant ils ont Koubarsi, 18 ans, Dean Huijsen, 19 ans, de Bournemouth, que j'adore, dont j'ai beaucoup parlé, né à Amsterdam, mais international espagnol, qui est vraiment un crack, une étoile montante au poste de défense centrale. Et Raúl Asensio, 22, avec le Normand, 28, c'est leurs 4 défenseurs centraux. À quoi est-ce que ça ressemblera, la charnière espagnole du futur? Et est-ce que Dean Huijsen peut avoir du temps de jeu? À quoi est-ce que tout ça va ressembler? Ouais, ça c'est, je dirais, sur la charnière, il y a une vraie question en Espagne en ce moment. Et en pointe aussi, c'est deux sujets qui m'intéressent pour ce qui est honnêtement la meilleure équipe nationale du monde en ce moment, et celle qui aujourd'hui s'avance. Le mondial, c'est dans un moment, mais aujourd'hui, je les mettrais favoris, et assez clairement, je dois dire. Ouais, écoute, c'est bien. Ça rentre un peu dans les points que j'avais. Tu vois, l'Espagne faisait partie de ces points-là, Ouais. donc on va pouvoir faire un point fusionné, tu vois, Mm. et tout. Je comprends tes inquiétudes offensives et défensives. Moi, j'avais le point de dire que est-ce qu'on repart sur une domination sur, voilà, une domination sur environ 6 ans de l'Espagne, comme ils ont fait entre 2008 et 2012, où voilà, ils ont dominé le game. Ils ont fait Euro 2008, Coupe du Monde 2010 en Afrique du Donc Sud. 4 ans, mais 3 gros tournois, ouais. Voilà, pardon, 3 gros tournois, c'est ça en fait. Donc, est-ce qu'on peut aller vers Mm. cette, est-ce qu'on peut Une aller vers, dynastie un peu, ouais. voilà, exactement. Vraiment, l'aspect dynastie, comme au basketball, on peut le voir, on l'avait avec Golden State, machin et tout. Donc, Ouais. moi, c'est un peu comme ça que j'essaie d'envisager les choses en me disant, bon, est-ce qu'il y a des points de similitude déjà à la base? Je pense qu'il y en a quelques-uns. C'est un effectif qui est très jeune et ils l'ont déjà montré au dernier Euro. Donc, ça va avec ce que tu me dis en fait. Quand tu me parles aujourd'hui du petit Samu en attaque, je me dis, ouais, moi j'ai eu l'occasion de le voir en Liga avant qu'il aille au Portugal. C'est un gros gabarit, il est physique, il est grand, tu vois, il est puissant. À la veste, c'est ça. Ouais, Deportivo Alavés. Il te donne des vibes un peu à la Iñaki Williams, tu vois. Donc, du coup, tu te dis, ah ouais, tu peux vraiment jouer avec lui en pointe et tu sais qu'il va aider à faire bouger les choses. Tu mets autour de lui des joueurs très techniques. Donc, techniquement, l'Espagne, je pense qu'ils ont plus besoin aujourd'hui, comme tu as dit, hein, plus ou moins d'un renard des surfaces, mais qui soit aussi capable de faire le link-up play, donc redescendre un tout petit Mm. peu, jouer dos au but. C'est pas des choses très compliquées. Je pense qu'on demande à un attaquant espagnol, surtout quand il y a la qualité qu'il y a autour, parce que le travail il va être fait par les milieux de terrain, par les ailiers, et ça on le sait déjà. Donc on te demande surtout d'être, je pense, au service du collectif et d'être là où il faut quand il le faut pour claquer ce but-là, quand de temps en temps le collectif fait tout un boulot et que c'est peut-être difficile de mettre un but. Donc je me dis aujourd'hui, le boy Samu, je pense qu'il rentre automatiquement dans cette lignée-là. Après, défensivement aussi, Huijsen, c'est très intéressant. Franchement, top player, moi je l'aime bien, hein. C'est un Mm. petit, c'est le petit chill guy là. C'est lui le petit chill Ouais, guy c'est ça. c'est ça, de Mm. Bournemouth. Maintenant, je regarde ça et je regarde les années précédentes et je me dis, ben, je vois beaucoup de similitudes. Ils arrivent en 2008 avec un tout petit peu de balance entre jeunesse et expérience. Tu vois, quand ils gagnent cette Euro 2008 là, je me rappelle qu'il y avait des joueurs qui étaient jeunes,
Donc voilà, il y avait des joueurs qui étaient jeunes et il y en avait d'autres qui étaient un peu plus expérimentés, si je me rappelle bien. Il y avait, comment il s'appelle? Il y avait des Capdevila, il y avait, comment il s'appelle le tonton noir là au milieu de terrain? Senna, c'était ça, Marcos non? Senna. Marco Ouais. Senna. En fait, je me rappelle très bien, c'était des gars, tu sentais vraiment qu'il y avait cette balance-là qui se créait et qui commençait à se créer, tu vois. Tu arrives en 2010 et là, tu as des jeunes qui arrivent, des Gérard Piqué, tu vois. Donc, il y a toute une génération. Et moi, c'est ce que je vois aujourd'hui avec l'Espagne en me disant que je pense qu'ils sont dans une très bonne balance entre des joueurs avec un peu plus d'expérience, des Laporte, des Lenormand, des Rodri, et des gamins, en fait. Et des gamins même qui, aujourd'hui, on peut considérer comme étant des gamins d'expérience, genre Pedri et j'en Ouais. passe. Donc, du coup, en se basant sur cela, je pense que je suis d'accord avec ton point. Je pense qu'on part sur une Espagne qui, normalement, devrait dominer, continuer à dominer le football mondial. Maintenant, offensivement, je m'inquiète moins. Peut-être défensivement, mais même là, encore une fois, ils ont une manière de jouer assez spéciale. Mais offensivement, je m'inquiète moins parce que c'est qui les grands attaquants espagnols, concrètement, en fait? À part David Villa, moi, je cherche en fait, c'était qui le grand attaquant? C'est le collectif, ouais, bien sûr. Ils ont gagné une Coupe du Monde avec Fabregas en faux neuf, mec. On n'a rien compris Ouais, ici, voilà. tu vois. Voilà, Donc c'est pour dire, c'est sûr. ils sont capables aujourd'hui de s'en sortir avec Samou, sans Samou, avec Oyarzabal, sans Oyarzabal, avec Morata, sans Morata. José Pérez, etc. Je te dis, ils vont te ramener des Marc Guillaume. Ferran Torres qui donne la passe décisive en finale de Coupe du Monde 2026, bien sûr, c'est écrit. C'est écrit. C'est Ferran, il va donner le ballon pour, je sais pas moi, pour un autre petit qu'on connaît même pas encore ou un autre ancien en fait qu'on a déjà vu. Donc je pense que c'est ça qui fait la force de l'Espagne aujourd'hui, c'est ce collectif-là, c'est autant de talent. Donc ouais, moi j'ai envie de dire, j'ai ce feeling-là qu'on part sur une domination espagnole. Moi j'en fais mon favori numéro 1 pour la Coupe du Monde. J'en Bien fais sûr, mon ouais. favori numéro 1, dépendamment de qui va Ils arriver. ont C'est tellement quoi d'avance. l'effectif. Ça dépend de l'effectif, mais pour moi c'est les numéros 1. Donc ouais, ça fait beaucoup de sens. Maintenant pour Samou, c'est à lui de saisir sa chance. S'il la saisit pas, quelqu'un d'autre viendra la prendre, tu vois. Ils peuvent jouer avec, comment il s'appelle d'ailleurs, Dani Olmo. C'était un peu ça Ouais, l'été. bien sûr. Durant l'été, Ouais, Dani bien sûr. Olmo en faux Ouais. neuf et tout. Donc bref, ouais. Ah, ouais, Dani Olmo en 10 sous Morata. Oui, c'est ça. Quand Pedri s'était blessé, il avait fait un top euro. Mais bon, après, nous, on dit tout ça. Et tu sais, moi, je prends un risque parce que là, on tourne jeudi après-midi. Et la vidéo, je la sors après le quart de finale. Donc, tu sais, on dit tout ça. Ça se trouve, ils prennent 3-0 contre les Pays-Bas de Gravenberch, Reinders, Frenkie de Jong au milieu, Gakpo qui est revenu à un top niveau. Pareil pour Justin Kluivert, Xavi Simons, Van Dijk, yeah. Timber, Atto, etc. Les Pays-Bas ont une belle équipe aussi. Donc on verra, franchement ça va être un top match-up et le vainqueur de ce match-up joue en demi-finale Croatie ou France. Mais ouais, Espagne en tout cas on est d'accord, c'est vraiment un truc à suivre. J'ai l'Angleterre aussi parce que l'Angleterre c'est l'Angleterre. On parle de l'Espagne comme étant peut-être à l'heure actuelle le favori du mondial 2026 parce que collectivement ils sont tellement en avance, etc. Mais en vrai, sur le talent individuel pur, le réservoir de talent qu'il y a, l'Angleterre et à aucun égal, je pense. Même l'Espagne, sur le réservoir de talent vraiment de joueurs, même si après il y a quelques cracks qui émergent en Espagne, mais l'Angleterre, t'as qu'à te baisser pour ramasser. Il y a du talent absolument de partout. Et ils ont un nouvel entraîneur. Donc Tourelle, avec les 3 Lions, ça commence ce soir, parce que c'est contre l'Albanie. Ils ne sont pas qualifiés, eux, pour les quarts de finale de Ligue des Nations, parce qu'ils étaient en Ligue B, donc ils ne pouvaient pas avoir accès au tournoi final. Mais ils ont fait 5 victoires sur 6 matchs avec leur coach intérimaire. Maintenant, Tourelle arrive, et c'est le premier match de l'ère Tourelle en Angleterre. Ils ont vraiment fait un virage à 180 degrés, parce que ils avaient avec Southgate le diplomate proche de la fédération qui essayait de mettre une bonne vibe dans le vestiaire, etc. Mais qui tactiquement était totalement à la ramasse, Un tocard. L'inverse, c'est Thomas Tuchel, stratège des stratèges, mais ça se termine souvent un peu en eau de boudin avec un tempérament volcanique, avec sa direction, etc. C'est vraiment, ils ont pris le chemin totalement inverse. Et on va voir, est-ce qu'un entraîneur de club de top niveau comme Thomas Tuchel, avec des idées tactiques approfondies, un modèle de jeu riche, est-ce qu'il peut arriver et implémenter ça en foot de sélection en l'espace de quelques rassemblements internationaux? Parce qu'on a vu des grandes nations jouer un foot très très mature et avoir un modèle de jeu riche, on l'a vu il y a quelques mois avec l'Espagne, mais l'Espagne il s'appuie peut-être plus que sur les idées de La Fuente, c'est sur
une identité du jeu historique. Tout le monde est programmé sur le même logiciel depuis le centre de formation. Tout le monde a cette même vision cruyffienne du foot, du jeu court, la qualité technique, le troisième homme, trouver les espaces. Finalement, tout le monde parle le même langage footballistique dès le début, et je pense que ça joue beaucoup dans le succès de l'Espagne et leur capacité à jouer un foot de club en nation. Là, avec l'Angleterre, c'est moins le cas, même si les centres de formation anglais récemment, ils ont fait émerger pas mal de cracks qui parlent un langage footballistique proche de celui-ci. City avec Foden, Palmer, tu peux parler de Saka, tu peux parler de tout un gars qui sont sortis des centres de formation de partout, et il y a de vrais cracks en Angleterre. Mais voilà, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble, quel système pour Tuchel, quelles idées de jeu, quels principes est-ce qu'on commence à lire dans ce match. Vendredi contre Albanie, lundi contre Lettonie, de faibles adversités, mais forcément, on va voir ne serait-ce que le choix du système de la formation, le choix des hommes. Je vois la liste de Tuchel, il y a beaucoup de joueurs U24, et je suis curieux de voir est-ce qu'il y en a qui commencent à émerger, qui finalement prennent la place qu'ils peuvent prendre. Là, c'est un nouveau monde qui s'ouvre, et est-ce que demain, un des joueurs référents de Thomas Tuchel, c'est un de ces joueurs U24. Il y a bien sûr Jude, mais est-ce qu'un Colwill, par exemple, un Kwanzaa, un Morgan Rogers, Luis Kelly, Livramento, Anthony Gordon, parce qu'à gauche, il y a lui ou Rashford pour l'instant. Est-ce qu'un de ces gars-là peut devenir un joueur clé, alors que c'était pas du tout le cas avant sous Southgate? En vrai, tout est à bâtir en Angleterre, parce que Southgate, c'est sûr, il n'a pas construit grand-chose, d'un point de vue jeu en tout cas. Tout est à bâtir. Avec Tuchel, c'est hyper excitant ce qui arrive en face pour l'Angleterre. Et le réservoir de talent, il est là. Donc ça m'intrigue beaucoup. Yeah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et même d'ailleurs, j'ai envie de pousser en disant que je pense qu'il y a aussi une remise en confiance. Il a appelé Rashford, n'est-ce pas? Si je m'abuse, je pense que Rashford a été appelé. Tu vois, moi, j'étais surpris de revoir des boys comme Rashford parce que c'est des mecs qu'on a perdus. Tu vois, on les a perdus sur le chemin. C'est un peu ça aussi le problème en Angleterre, c'est que souvent il y a des ascensions, elles sont fulgurantes, mais après c'est difficile pour les boys de garder le niveau. Tu vois, même si intrinsèquement parlant, leur talent il est là. Donc du coup, il a pas mal de joueurs qu'il doit remettre en confiance. Il a un effectif qu'il doit ressouder aussi. Il a parlé éventuellement du retour de Ben White. Ça aussi, j'ai hâte de voir parce que Ben White qui avait refusé de revenir en sélection depuis la Coupe du Monde à cause de Southgate et tout. Donc, il y a beaucoup de grosses personnalités. C'est l'Angleterre, quoi. Tu vois, que veux-tu que je te dise? Ils sont forts, ils savent jouer au football. Ils ont un des meilleurs championnats, voire le championnat en tout cas le plus vendu au monde. Et après, en équipe nationale, c'est nul. C'est nul pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'osmose. Pourquoi? Parce que ça ne réussit pas à jouer ensemble. Donc oui, est-ce qu'un gars comme Tuchel qui a réussi en 6 mois à prendre une équipe de Chelsea qu'on pensait pas être capable de le faire, à gagner une Ligue des Champions, qui aurait pu bien continuer, mais c'est juste comme tu as dit, son tempérament qui a fait qu'avec les Todd Boehly, tout ça s'est pas trop entendu et finalement il est parti, donc pas mal de choses comme ça. Est-ce qu'il est capable aujourd'hui d'amener l'Angleterre vers ce qu'elle cherche en fait? Faut pas essayer de se leurrer, ils doivent être champions du monde. En fait, en ce moment on parle d'équipes qui doivent être champions du monde en fait. C'est dans un an là, on va être aux États-Unis, les Anglais doivent arriver, mais comme des bandits en fait, franchement, parce que l'effectif il est là, le talent il est là. Donc ouais, moi j'ai hâte j'ai hâte vraiment de voir Tuchel avec cette équipe anglaise là, de voir aussi comment il va faire évoluer certains petits. On a vu Miles Lewis Kelly qui a été appelé. Bon, ça fait plaisir aussi de voir tous ces gamins là qui sont en train de monter. Maintenant, c'est la régularité. C'est la régularité. Je pense que c'est des matchs de qualification de Coupe du Monde qu'ils jouent eux. Exactement. Donc, c'est des matchs importants. C'est des matchs quand même déjà importants. C'est des matchs où, normalement, mentalement, tu as envie de... En fait, le groupe doit arriver dans la bonne, j'ai envie de dire, dans la bonne mentalité et chaque joueur doit se battre en se disant que dans un an, les places vont coûter cher. Être dans les 23 Anglais sélectionnés, à mon gars, ça va être difficile. Ça va être très, très difficile. C'est sûr. Et pour le coup, même si c'est de la petite adversité, Albanie et Lettonie, c'est les configurations de jeu qui ont le plus posé problème à l'Angleterre, où on se disait en grand tournoi, non mais ils peuvent jouer 90 minutes, 120 minutes face à ce bloc bas, ils vont jamais réussir à trouver l'ouverture. Foden est mal placé, ça arrive pas à créer des espaces. Donc là, déjà, en vrai, on va commencer à avoir des choses intéressantes. Il va falloir qu'il se gère. L'équilibre, on savait avec Southgate, c'était compliqué. Et puis aussi, oser faire certains choix. Tu vois, Southgate, c'était des Jordan Henderson qui bougeaient pas, des machins. Tu vois, là, il y a des choix qu'il faut faire. Dire à Bellingham, peut-être qu'il va falloir qu'il soit un peu plus bas sur le terrain, qu'il accepte un certain rôle en équipe nationale. Il y a des choses qu'on a vues ici, en fait, tu vois. Tu peux pas avoir Saka, Palmer, Foden, machin. Il y a que des joueurs, il y a que des boys qui sont forts offensivement. Et puis après, tu veux rajouter Jude Bellingham, genre, je suis au Real Madrid, je monte quand je veux. C'est pas possible. Donc, ou du coup, si c'est le cas, il y en a d'autres
entre parmi ces grands-là Ouais, qui sont voilà. titulaires dans leur club. Parce que si Foden, Jude, il monte et il met son retourné acrobatique en fin de match à chaque fois pour te qualifier, ouais, je pense que ce sera pas un problème qui monte. C'est c'est peut-être sûr et peut-être les certain. autres où il y a un équilibre à trouver. Et c'est les autres aussi qui sont des stars dans leur club, en fait, tu vois. Chacun de ces Mm. trois boys-là que j'ai nommés sont des stars dans les grands clubs anglais, donc Chelsea, Arsenal et Manchester City. Comment tu leur fais comprendre qu'ils sont titulaires en club et qu'ils performent en championnat, mais qu'ils peuvent pas jouer en équipe nationale? Donc, il y a pas mal de travail pour cette équipe anglaise-là. Et derrière aussi, j'ai hâte de voir aussi l'évolution défensive un peu de l'Angleterre, parce que voilà, c'est l'Angleterre défensivement, ça n'a pas toujours été l'équipe qui m'a le plus rassuré, tu vois. Donc, Mhm. les Maguire, comment il s'appelle C'est là, sûr, c'est sûr. ton gars du Bayern, là, j'ai oublié son nom. Eric Dyer, machin, je sais pas, moi, il y avait, bon, là, récemment, il y avait le gars de Crystal Palace qui était là, tu vois, qui s'est géré, Guéhi, comment il ouais, s'appelle, la charnière est Guy. à construire, t'as raison, Voilà, donc c'est il y a vrai. pas mal de travail là-bas, je sais pas. Moi, Tourelle, il a un chantier, mais bonne chance à lui, et je pense C'est vrai. que c'est le Avec challenge vient de. Konsa peut-être, mais Yeah, oui, c'est vrai qu'il y a tout yeah, un truc il y à a bâtir, ouais. pas mal de choses. Ok, Donc j'ai hâte de ok. voir. On a fait Espagne, Angleterre. Est-ce que tu veux nous lancer quelque part d'autre? Bah du coup, je sais pas si toi tu as envie d'y aller, mais moi j'ai envie d'aller directement en fait un tout petit peu voilà, les pieds dans le plat. Tu sais, moi j'aime bien les problèmes. Ah, je crois que Nos deux tontons là, on a deux tontons qui sont là. Alors moi on va faire duo, hein. On va aller directement Portugal, Argentine. Il y a deux tontons, Hmm, ils sont là. Moi je me pose des questions. Et franchement, tu vois, là, à chaque fois qu'on en parle, tu vois, il faut commencer à mettre les gants, faut se barricader, faut faire attention parce que tu connais, il y a des armées, il y a des armées. C'est eux, ils ont les armées numériques en ligne, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. La question que je me pose aussi, elle est assez simple, c'est de voir l'équipe du Portugal, l'évolution qu'elle a en ce moment. Moi jusqu'à présent, je suis pas convaincu par leur coach, mais que veux-tu que je te dise en fait, moi, le mec, j'ai l'impression que je sais pas, soit il a le CV des CV, soit quand il arrive en entrevue, c'est le genre de mec, il rate jamais une entrevue. Et je pense que Roberto Martinez doit faire partie de ces mecs-là parce que voilà, c'est pas comme si son travail au niveau de la Belgique avait été incroyable. On a eu l'occasion de le voir durant toutes les compétitions. Moi, j'ai pas été franchement bluffé par la Belgique. Donc du coup, tu te dis bon, là il a le Portugal, c'est une belle génération. Cristiano Ronaldo est toujours appelé en équipe nationale. Doit-il aller aux États-Unis pour la Coupe du Monde et sous quel statut il doit aller aussi à la Coupe du Monde? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est la même que je mets de l'autre côté avec Léo Messi, en me disant qu'en Argentine aussi, les choses sont en train d'évoluer. Est-ce que Messi est toujours aussi indispensable? Doit-il aller à la Coupe du Monde et tout? Donc moi, j'en arrive à la conclusion que c'est deux cas, deux choses totalement différentes. Si tu prends ça d'un point de vue d'ego, si on prend juste l'ego, en fait, être humain normal, tu as envie de te dire que ouais, Cristiano, il poursuit parce qu'il a envie de la faire sa sixième Coupe du Monde, je pense, si je m'abuse. Hein, il me semble peut-être la sixième, je sais même plus. Ouais, ça fait tellement longtemps qu'il joue au football que je sais attends, même il a plus. commencé 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. Effectivement, ce serait la sixième. Yeah, sixième Coupe du Monde, 40 ans et plus, tu vois. Bon, peut-être il avait des Il rêves aurait à la 41 ans, ouais, c'est ça. 41 ans, il avait peut-être les rêves à la LeBron James de jouer avec Cristiano Junior, mais c'est mort, Cristiano Junior, il ne sera jamais drafté. Même 75e pick, deuxième round, il ne sera pas pris. Il ne sera pas pris. Donc, du coup, c'est mort. J'ai envie de dire, en fait, Même sincèrement. Brony, je sais pas s'il aurait dû être drafté normalement. Hein, Ah, je sais pas, c'est galère, faut demander à Stephen A. Smith. Moi, je suis Oui, là, je suis oui. posé, je dis, il y a des fights en NBA. Les gars sont fâchés. Chacun son problème. Donc, du coup, je regarde ça et je me dis, bon, écoute, Cristiano, il veut y aller. En ce moment, à Al Nasser, bon, ça va, il fait sa saison, il claque ses buts. Je pense qu'il a plus de 17 ou 18 buts ou quoi que ce soit. Ils seront peut-être pas champions. On va être honnête entre toi et moi. Al Nasser, encore une fois, c'est pas encore terminé, mais s'il n'est pas champion cette année, ça fera sa troisième saison, je pense, en Arabie Saoudite, où il n'est pas champion. Peut-être Benzema va gagner son premier titre et tout. Donc, en tout cas, c'est pas encore fini. Donc, tu as un Cristiano qui, aujourd'hui aussi, dans son club, il y a un boy qui s'appelle Duran, hein, John Duran, Duran, qu'on connaît très bien, un bandit de Aston Villa qui allait récupérer son chèque en Arabie Saoudite et qui, dès qu'il arrivait à mettre les points sur les i, les barres sur les t parce qu'il est beaucoup trop fort pour le niveau là-bas. Donc, du coup, c'est pas mal de choses qui me font réfléchir à Gonzalo Ramos à la dernière Coupe du Monde. C'était bien ça. On l'a vu quand il a eu l'occasion de claquer en huitième de finale Contre la Suisse. Ouais. voilà, ce triplé-là. Au dernier Euro, on a vu aussi et tout. Donc, je sais pas, moi, il y a pas mal de choses qui me font dire que bon, le tonton, franchement, l'ancien, il doit arrêter. Moi, si c'était que moi, l'ancien, il doit arrêter, Bah, franchement. c'est très très intéressant parce que effectivement c'est un de mes sujets. J'étais parti d'abord sur le Brésil de Neymar et je vais y revenir. Mais le Portugal, effectivement, et le Portugal de Cristiano Ronaldo spécifiquement, c'est quelque chose de passionnant sur cette trêve internationale.
parce qu'il y a un quart de finale donc qui arrive contre le Ouais, Danemark. ouais, Danemark qui est pas très bon, qui a pas été très bon sur la phase de qualif Ligue des Nations, qui a pas été très bon à l'Euro, aucune victoire en 4 matchs. Ça fait 3 matchs nuls en groupe et ils ont été éliminés par l'Allemagne ensuite en huitième. Et moi, je me souviens de l'Euro de Cristiano. On va pas se mentir, c'était un désastre complet, aucun but, en crise émotionnelle très très régulièrement, match après match, sur les coups francs, c'était même un peu gênant à voir. Et du coup, moi, mon idée, c'est ok, on a un sélectionneur qui est en train de sacrifier cette génération méga talentueuse et cette équipe nationale. C'est le Portugal, quoi. C'est pas n'importe quelle équipe, c'est le yeah, Portugal. Est en yeah. train de la sacrifier pour un joueur, une légende. Mais après, je suis allé voir. Et le problème, c'est que j'ai pas vu ces matchs. Après, je suis allé voir la campagne de qualif là, pour la Ligue des Nations. 6 matchs pour Cristiano Ronaldo, 5 J'ai buts, vu. Yeah, yeah. un seul penalty, une reprise de volée acrobatique. Euh, je sais pas. Est-ce que je suis en train de me faire avoir par un énième mirage du Cristiano Ronaldo, maintenant quarantenaire, qui aura 41 ans au Mondial 2026, et on a vu physiquement déjà à l'Euro à quel point c'était difficile et à quel point il manquait de mobilité? Ou est-ce que ce serait trop prématuré de dire il faut passer à autre chose, il est fini, il est totalement grillé? Est-ce qu'il a retrouvé un second souffle? Et j'ai vu en plus sur un de ses matchs de Ligue des Nations, là, il marque son 900e but en carrière et maintenant il est déjà à 927. Donc c'est allé vite en fait. Il a dû pas mal scorer en Arabie Saoudite. Voilà, pour moi, c'est quelque chose à suivre de cette trêve internationale parce que c'est un gros point d'ombre de ma lecture analytique. J'ai vu aucun match de lui avec Al Nassr. J'ai pas vu ces matchs du Portugal, les derniers là sur les dernières trêves internationales. Est-ce qu'il est en train de se passer quelque chose avec Ronaldo et est-ce qu'il est de retour à un niveau même physiquement où il serait prêt pour le Mondial 2026 ou est-ce que c'est un petit peu flou et trompeur et en vrai les leçons de l'Euro qui était vraiment ça c'est une top compétition avec de la top adversité et des gros matchs. Est-ce que c'est plutôt là qu'est la vérité pour Ronaldo avec le Portugal? C'est quelque chose que j'ai envie de suivre parce que là, pour le coup, c'est plus que des matchs de prépa Ligue des Nations, c'est moins que de l'Euro, c'est vrai. Mais quand même, s'il y a qualification quart de finale Danemark et que derrière, ça joue une demi-finale contre le vainqueur d'Allemagne, Italie, etc., ça peut commencer à devenir intéressant pour jauger le vrai niveau de Cré-Cré. Bah, on l'attend hein, tranquillement. Franchement, écoute, pour Ouais, moi, il y a 2 points. Le premier, c'est qu'en phase de qualification, il a toujours été fort, ça, franchement. C'est-à-dire que c'est le champion du monde de claquer des buts. Il rigole même pas en phase de qualif. En phase de qualif, il vient, il claque ses buts. Bon, tu regardes les adversités, c'est quand même des adversités qui sont pas zéro, donc il n'y a même pas c'est zéro, même ça. aujourd'hui dans le football, quand même, c'est des adversités qui sont respectables. Non, Tu mais joues voilà, c'est la pas Croatie, Liechtenstein, etc. voilà, C'était c'est Croatie, ça, c'est Pologne, ça, machin, c'est un ça peu va, super ça va, équilibré. c'est Ouais, ça, voilà, on a connu les Luxembourg et les Saint-Marin ici, tu vois, donc voilà, c'est pas exactement. ça. Donc déjà Voilà. là, sur ce point-là, je suis d'accord, mais encore là, c'est la projection. En fait, c'est la projection. Quand tu te projettes aujourd'hui, moi, je me dis, au début, je parlais d'ego. Moi, j'ai l'impression que Ronaldo, il veut atteindre les 1000 buts. Il n'y a pas de Ça, c'est problème. sûr. Franchement, il atteint les 1000 buts, c'est fini. Lui, il nous a dit que ces 1000 buts, ils sont documentés. Il nous a dit que les 1300 buts de Pelé ne sont pas documentés. C'est ça qu'il a dit lui-même. Il ne faut pas essayer de nous fatiguer. On sait lire entre D'ailleurs, j'ai les été lignes. déçu qu'il n'ait pas cité l'ami Duo CR7 de Twitter dans cette interview, C'est parce que incroyable. si les 1000 buts sont documentés, c'est grâce au travail C'est de le quelqu'un mec. qui a bâti tout un site internet, Je te jure. tout recensé, tout documenté, C'est comme un un fou, malade lui. mental. Voilà. Il aurait mérité sa petite Son dédicace, je shout-out, pense. Mais son vrai on lui fait le shout-out. shout-out en tout cas. Non, franchement, lui c'est lui qui a tous les tableaux Excel. Lui il peut te dire à Ouais, quel bien sûr, moment, c'est sûr. quel truc et tout. Donc, aujourd'hui, je pense que ça, c'est un objectif important pour lui. Il peut l'atteindre en Arabie Saoudite au courant des 2 prochaines saisons, je pense, normalement, sans aucun problème. Maintenant, l'équipe nationale, c'est autre chose. L'équipe nationale, c'est que quand Cristiano Ronaldo est là, on a vu que ça a été quand même compliqué en compétition. Et ça, on ne peut pas l'enlever. On était là au Qatar, on était là à l'Euro. C'est 2 grosses compétitions d'affilée. On a vu les Portugais jouer, ils nous ont pas rassurés. Donc, en fait, où est-ce qu'on va, en fait, tu vois? Donc, c'est pour ça que je dis, tu sais, ça reste Cristiano. Peut-être qu'il arrive à 40 ans, mais après, moi, je te dis, tu as vu, toi, tu connais, le football, c'est pas le basket, en fait. C'est pas la NBA, là. C'est pas Stephen Curry, il a 38 ans, il met des 3 points à gauche et à droite. C'est pas LeBron, il a 40 ans, il performe. C'est pas KD, il a 36, whatever it is. Mm. C'est pas la même chose, en fait, tu vois. Les sports sont pas les mêmes, les demandes sont pas les mêmes. Donc, dans une Coupe du Monde, en plus à 48, avec beaucoup d'adversité, des gens qui vont tout donner,
je ne sais pas si réellement Cristiano doit être le boy qui doit partir titulaire. Mais pour le moment, il est intouchable. Et comme tu as dit, il se peut que ce soir, en fait, au moment où on regarde la vidéo, il nous fasse mentir, il met un triplé. Voilà, c'est ça. Donc, De très, Cristiano ce soir. très, très intéressant à suivre. Avec des pincettes, tu vois. Je prends ça avec des pincettes. Et en parlant de ça, justement, en parlant de légende, où on sait peut-être pas tout à fait quoi en faire, etc., il y a autre chose qui m'intéresse sur cette trêve internationale, c'est le Brésil de Neymar. Alors, sans Neymar, parce que malheureusement, il avait été rappelé, c'était le rappel, la première fois que Neymar revient avec le maillot de la Seleção depuis 17 mois, etc. Non, il y a eu une petite rechute, donc il sera pas là, il a été remplacé dans la liste par Hendrick. Mais ça m'intéresse quand même de voir ce Brésil, qui n'est pas un très très bon Brésil récemment, qui a été éliminé en quart de finale de Copa América au dernier été, avec une seule victoire en 4 matchs. Même sur la phase de éliminatoire Coupe du Monde, là, je pense qu'ils sont 5e, avec peut-être 3 victoires seulement en 6 matchs. Ils restent sur 2 matchs nuls contre Uruguay et Venezuela. C'est pas très très bon ce qu'ils proposent. Pourtant, ils ont pléthore de talents offensifs. Je pense que la manière de procéder pour le coach Dorival Junior, c'est de passer un petit coup de fil à Ancelotti et lui demander sa marque de chewing-gum, là, ou genre lui faire une prescription de Doliprane ou quelque chose, parce qu'ils ont un petit peu les mêmes problèmes. Le réservoir offensif du Brésil, là, sur la liste que Dorival Junior a concocté, il y a Rodrigo, il y a Vini, il y a Rafinha, donc il y a un vrai truc classico qui est en train de se passer dans ce secteur offensif barcelonais, brésilien. Il y a Hendrick aussi, qui a été appelé à la place de Neymar donc. Il y a Savinho. Et après, tu peux mettre João Pedro, il y en a un autre aussi. Comment est-ce que tu mets tout ça ensemble et en te projetant vers le Mondial 2026 où si Neymar a un bref moment où il n'est pas blessé dans sa carrière, dans sa fin de carrière actuellement, il sera convoqué, c'est sûr. J'imagine pas Dorival Junior maintenant qu'il a essayé de le faire et tout. Si c'est possible, je pense qu'il le fera. Mais c'est quoi la solution offensive pour ce Brésil? Parce que j'ai vu là sur les 2 derniers matchs, ils ont mis Rafinha dans un rôle un peu de 10/second attaquant. Il y avait un gars de Botafogo que je connaissais pas, Igor Junior en pointe, mais qui n'a pas été convoqué cette fois. Il y a Vini et Rodri, ok, déjà forcément, il y en a un que tu fais jouer à droite, donc Rodrigo. Comment est-ce que tout ce beau monde marche ensemble? Parce qu'en plus, derrière, le reste de l'effectif, je trouve, il est plutôt intéressant. Ils ont une charnière centrale, Gabriel Marquinhos. Ça, c'est quasiment la meilleure charnière centrale que tu peux concocter aujourd'hui dans le foot de sélection. Marquinhos qui a un très très bon niveau, Gabriel qui a un très très bon niveau. C'est une top paire. On verra en 2026, mais actuellement, c'est une top paire. Ils ont Alisson dans les buts, qui est redevenu Prime Alisson. Ça, c'est un super triangle de fer que tu peux faire. Et au milieu de terrain, Bruno Guimaraes, Joe Ellington par exemple, 2 gars qui en plus ont un bon feeling déjà avec Newcastle, ils ont le lien vers FIFA Ultimate Team là, peut-être c'est quelque chose d'intéressant. J'ai vu qu'ils ont convoqué aussi, je crois pour la première fois, un latéral de, je vais dire Fluminense, Wesley, dont j'avais parlé dans une de mes vidéos, ou c'est peut-être Flamengo plutôt, ouais c'est Flamengo. C'est Wesley dont j'avais parlé dans une de mes vidéos de scouting, qui est en train de pas mal percer championnat brésilien en ce moment. Donc au moins, ils ont de quoi faire un 11 intéressant. Mais quand Neymar reviendra, à quoi est-ce que ça ressemble? Et en l'absence de Neymar actuellement, est-ce qu'ils peuvent faire mieux qu'ils ont fait sur les derniers rassemblements? Parce que franchement, c'est dommage. Ce Brésil, c'est le Brésil. À chaque fois que tu regardes l'effectif du Brésil, tu t'ouvres la page Transfermarkt Brésil, mais je veux dire, c'est un kiff énorme. On dirait un rêve d'avoir tout ce talent à disposition, au moins sur le secteur offensif. Et juste le Brésil, moi, c'est encore un petit crève-cœur que j'ai de la dernière Coupe du Monde, quand ils se font éliminer par la Croatie de Petkovic, là. Alors que Neymar, ça devait être son tournoi. Ouais, maintenant, c'était à lui de le faire, etc. Et ça m'avait un peu brisé le cœur. Je ne me suis pas tout à fait remis. Donc j'aimerais les voir faire quelque chose de très très fort C'est quoi, au toi, prochain mondial. tu viens de revenir du carnaval ou quoi, toi? Tu fais comme tous les... C'est comment, là? C'est parce que j'ai vu plein de gens qui sont revenus du carnaval, Non, mais là. parce C'est quoi? que J'étais dans les je me émotions, souviens, là. j'avais fait cette vidéo pré-tournoi. Messi, Ronaldo, Neymar. Disons le triptyque doré des années 2010. Avant la Coupe du Monde, qui joue le plus gros? Et bien sûr, aucun des trois n'avait gagné le mondial.
Messi l'a gagné et il est devenu officiellement le GOAT avec ce sacre, donc c'était quelque chose de très important. Mais il y avait un petit peu ce même truc dans l'air aussi pour Ronaldo. Il y avait Neymar avec le Brésil qui va finir meilleur buteur, joueur avec le plus de sélections, mais en vrai, il a qu'une petite médaille de Jeux Olympiques dans son palmarès. Il a même raté la Copa América. Et ouais, je sais pas, C'est Neymar dommage. sur ce match contre la Croatie, en plus, il avait été top, il avait marqué un top but, etc. Je sais pas, il y avait un petit truc, c'était son moment. Et ils ont craqué. Et ouais, peut-être que je suis un peu carioca aussi. Brésil. Non, je te Mais comprends, hein. ouais, j'aimerais Franchement, je bien te les voir file. plus haut. Après, concernant le Brésil, moi, je te file, tu vois. C'est juste que Neymar, je me demande son moment, il va venir quand? Je, je sais pas s'il aura un moment, en fait, tu vois. C'est ça qui est Ah un peu bah ouais, je dommage. pense pas. C'est la vérité, c'est un peu ça. C'est que, voilà, ça reste Neymar, quoi. C'est Neymar, il claque un corner direct et après il se blesse et après il peut pas venir en équipe nationale. Et puis là, tout le monde est triste. Hmm. Donc, c'est un peu ça. Après, ouais, effectivement, c'est une équipe qui a beaucoup de talent. Ils ont beaucoup de joueurs individuels maintenant, je sais pas. Moi, les Brésiliens, ça fait longtemps, ils me font plus peur. Tu vois, déjà, nous, le Sénégal, on a joué 2 fois contre eux en quatre Ouais, ans, 5 ans, on les a tapés 2 fois. On les a c'est vrai. tapés une fois, on a fait une fois match nul. Un match nul et puis une victoire. C'est pas une équipe qui fait vraiment peur, quoi. Tu vois, genre, j'ai l'impression que tu les prends individuellement, ils font très peur, et tu les prends collectivement et ça fait moins peur. Bon, maintenant, effectivement, il a appelé plein de joueurs très importants, des joueurs intéressants. D'ailleurs, défensivement, j'ai même envie de rajouter le petit Murillo qui est à Nottingham, Bien sûr. qui Ouais. est sûrement peut-être la doublure de Gabriel dans cette défense-là, vu que lui, c'est un gaucher et Mm. tout. Donc, ouais, genre, défensivement, déjà, tu vois, il y a des jeunes Brésiliens qui sont très forts en ce moment, qui sont en train de performer. Offensivement, c'est très fort. Il n'y a rien à dire. João Pedro, peut-être en attaque, peut-être lui en pointe parce que ça marche bien en ce moment et tout. En championnat, il est prolifique. Cunha aussi, il est excellent. Ouais. Donc, Matheus Cunha. yeah, ils ont tellement de bons joueurs que, comme j'ai dit, franchement, le tonton, comment il s'appelle? Dorgival. Dorival Junior. Ouais. Dorival, voilà, tonton Dorival, franchement, bonne chance. Franchement, à part bonne chance, je sais rien d'autre, je sais pas quoi leur dire. Ils vont se qualifier, c'est sûr, parce que voilà, j'ai vu derrière, c'est que des tocards, hein, Chili, machin, tout ça, c'est fini, c'est des générations. Il va falloir se reconstruire là-bas, ça va être plutôt compliqué. Donc le Brésil, voilà, c'est les 6 premiers qui se qualifient. Je pense Oui, le pas sixième de va un souci. truc, donc ils vont se qualifier. Il y a un Brésil-Argentine qui s'en vient là. C'est dommage. Moi, c'est plutôt ça que j'attendais parce que j'avais espoir de revoir un Messi contre Neymar. Tu vois, j'étais trop hypé J'avoue, là j'avoue. sur le Brésil-Argentine dans 4 jours, là, la semaine prochaine et tout. Malheureusement, bon, Neymar n'étant pas là, Messi sera de son côté sûrement là-bas pour les traumatiser encore une fois. Donc, je sais pas, j'ai hâte de voir ce Brésil-là. Vraiment un gros point d'interrogation, Willou, quoi. J'ai pas envie de trop parler parce que je sais pas, j'ai pas trop de feeling, mais à la fois ils peuvent nous Mm. surprendre, mais ils sont trop décevants. En fait, je sais pas, la dernière Coupe du Monde, ils m'ont énervé. Tu tapes la Corée, tu penses que tu as percé, vous êtes là en train de danser. Ils sont fous, quoi. Ils sont fous. Des fois, ils sont fous. Les Brésiliens, il faut en parler. Ils ont tapé la Corée, c'était la Corée, ils étaient en train de danser, eux tous. Ils étaient en train de. Ouais. Richard Lisson a mis une reprise de volée, on a voulu nous faire croire qu'il allait faire. C'est pour ça que Le but du tournoi, hein, c'était j'ai un pas sacré but. confiance en eux. I don't trust them. Donc, Ah, c'est sûr, c'est sûr. j'attends de voir. Mais c'est vrai que, Mm. bon, quel est le rôle de Neymar à la prochaine Coupe du Monde? Allez, j'ai envie de dire, franchement, ils doivent aller sans Neymar. Moi, c'est mon choix personnel, hein. Pourquoi? Parce que, voilà, je pense pas que Neymar. Ah, je vois pas la baraka de Neymar. Je sais pas comment l'expliquer. Toi, il y a des joueurs t'amènent et tu te dis des fois il y a une baraka supplémentaire qui va venir, il y a une chance supplémentaire, il y a le destin du joueur, il y a quelque chose qui va jouer, tu vois. C'est comme Léo Messi. Moi, Léo Messi, tu me dis l'Argentine 2026, je te dis oui. Pourquoi? Parce que il est aux Mm. États-Unis, il est en MLS, il va gagner le championnat là cette année sûrement, il va aller chercher sa Ligue des Champions, machin, il va dominer toute la CONCACAF. Ça fait du sens qu'il revienne sur les mêmes terrains qu'il a l'habitude de jouer, que ce soit à Los Angeles, au Texas, à New York et tout, qu'il vienne à la Coupe du Monde 2026 avec des Argentins motivés, déterminés pour qu'il aille gagner Ouais, une ouais. deuxième Coupe du Monde. Puis C'est en un plus, le scénario. projet de l'Argentine collectif, il est bien bâti autour de Léo C'est Messi. ça en C'est fait. Messi et ses 10 gardes du C'est corps. tout. C'est une idée claire du jeu et donc Voilà. continuer dans cette lignée, ça va, ça. Ils ont montré que ça marchait en plus. Voilà, voilà. C'est pour Ça ça me que je dérange pas. vois pas cela, moi, en Ronaldo et en Neymar. Donc, c'est pour cela que je mets un bémol et un point d'interrogation et j'attends. Mm. J'attends de voir. Mm. Mais bon, j'espère qu'il va revenir quand même de sa petite blessure là rapidement et j'espère qu'il va être capable, au moins de continuer à faire plaisir aux Brésiliens chez lui parce que j'ai vu toute la ferveur populaire. Ça fait plaisir de voir Neymar jouer au football anyway. Donc voilà. Mais pour l'équipe Mm. nationale, quand même, je pense que c'est l'équipe de Rafinha, c'est l'équipe de Vini et c'est l'équipe de Rodrigo. Genre, et des Bruno Guimaraes et des boys comme ça. Je pense que normalement, c'est ça qui doit être l'équipe. C'est ça qui doit être la concentration, en fait, de là où ils doivent aller. C'est sur ça qu'ils doivent se concentrer. Maintenant, bon, on attend de voir.
Mmh, mmh, mmh. Du coup, je poursuis là. Je Ouais. t'enchaîne. Bah c'est cool. Moi, j'en ai encore quelques-uns, hein. Alors, j'en ai encore quelques-uns. Bon, restons aux États-Unis, vu qu'on est là. Pochettino. Ouais, bien sûr, bien Alors, sûr. Mauricio, moi, je sais pas. Alors là, il vient d'arriver. Il est comme Tourelle, lui, hein. Il est comme Tourelle. Donc, voilà, Tourelle n'avait pas encore joué, mais c'est juste que Tourelle, j'ai l'impression qu'on l'a nommé il y a un an. Il va jouer son premier match là maintenant, C'est tu ça, c'est vois. ça. C'est Mais un peu Pochettino, il a fait des matchs quand même. Il a fait deux, 6 matchs avec les 6 matchs, States. hein. Bah après, il y a 6 des matchs matchs. avec les États-Unis. Il a fait une seule défaite contre le Mexique. Et sinon, ouais, depuis son arrivée en octobre, la trêve d'octobre, novembre et en janvier aussi, les États-Unis ont joué Venezuela, Costa Yes, Rica. c'est ça. Les Américains, eux, ils ont l'habitude de jouer avec des boys dans le championnat, de faire des matchs à gauche, Voilà, à c'est droite, ça. tu vois. Eux, ils vivent dans un autre monde d'une autre manière, en fait, tu vois. Donc, des fois, nous, on est en C'est championnat, ça, c'est et vrai. puis C'est ça, Pochettino, c'est il joue ça. des matchs, lui, il joue des Oui, vrais c'est vrai, matchs. exactement. Il joue des Ouais. matchs avec des boys de l'Inter Miami, des boys de je ne sais pas où, tu vois, que des jeunes, et puis tout cela. Donc, alors, Pochettino avec cette équipe américaine-là, je sais pas. Alors déjà, à la base, je réfléchis et je me dis, ils sont hosts, ils sont à domicile, avec le Canada et le Mexique, évidemment, mais c'est eux qui ont le plus grand nombre de matchs. Le match d'ouverture, les États-Unis vont le jouer à Los Angeles. Est-ce qu'ils sont capables d'aller gagner cette Coupe du Monde à domicile? Personnellement, je mets encore là un point d'interrogation. Je les enlèverai pas automatiquement. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau format. On l'a vu cette année avec la Ligue des Champions. Ce nouveau format-là a un tout petit peu foutu le bordel. Ça nous a fait qu'on a perdu certains gros sur le chemin, ou certains gros, malheureusement, ont dû jouer face à d'autres gros. Liverpool, ils ont rien demandé. Tu finis premier et puis tu tombes sur le Paris Saint-Germain, tu vois. Mais c'est un peu de leur faute, hein, Liverpool, parce que dernier match, ils ont fait tourner contre PSV Eindhoven, et du coup, ils perdent. Et du coup, le PSV, comme il grimpe un petit peu au classement, À Paris descend au oh, classement, et c'est ça qui les met sur le chemin. Genre, si Liverpool avait gagné ce match, Paris n'aurait pas été sur la route de Liverpool. Donc, bon, des fois, ça se joue comme ça aussi, hein. Ça se joue sur ouais. des petits coups comme ça. Donc, je me dis, je sais pas, format Ligue des Champions qui nous offre quelques surprises, voilà, des Aston Villa, des machins, des trucs comme ça. Pourquoi pas un format de Coupe du Monde avec pas mal de surprises? Et pourquoi pas une équipe à domicile avec un parcours plus ou moins favorable, une ambiance, une ferveur? Les Américains, le soccer, c'est pas le premier sport, c'est le 4e sport, je pense, dans le pays. Il me semble que tu as le Ouais, baseball. 5e peut-être. Baseball, basket, hockey, machin, il y a pas Football mal de américain. football américain, pardon, j'avais oublié, American football, ok, donc il y a 4 sports déjà majeurs qui sont devant le soccer, mais d'un autre côté, ils ont les moyens. Ils ont les moyens, ils ont les infrastructures et ils ont le talent. Ça, il faut pas l'enlever. Une belle génération quand même américaine avec Christian Pulisic, avec comment il s'appelle encore leur capitaine Tyler Adams, avec le petit Pepi, avec Weah, Malik Tillman du PSV Eindhoven qui est très très intéressant. yeah, même en Younous Moussa, Chris comme tu as dit, Richards Pulisic, Captain America. Chris Richards qui est à Crystal Palace, l'autre boy là que j'ai vu la dernière fois, j'ai vu un boy là, Cardoso, je sais pas quoi, un milieu de terrain espagnol là. Ah, Johnny Cardoso du Betis. Ouais. Un boy Johnny, j'ai dit c'est qui lui? J'ai dit c'est qui Johnny Cardoso? Le boy il sait jouer au football, tu vois. Donc j'ai vu des boys très intéressants avec les États-Unis, j'étais comme on sait jamais. Pochettino, il connaît le football, il a été au haut niveau, faut pas l'enlever quand même. Des années à Tottenham où Tottenham a été dans le haut du classement. Aujourd'hui Tottenham ils sont en galère. Au Paris Saint-Germain aussi, il a pris ses expériences là-bas, il a fait pas mal de choses, il a coaché un gros vestiaire. À Chelsea, il a fait quand même, je pense aussi, un boulot relativement correct. Donc je regarde tout ça et je me dis, tout ce bagage-là amené aux États-Unis, un pays qui a envie de se montrer, qui aime pas perdre, ils aiment pas la lose là. C'est le pays des Avengers, c'est le pays voilà, de gars qui aiment dominer. De gars eux-mêmes, ils ont dit que quand tu gagnes la NBA, tu es world champion. Quand tu gagnes le baseball, tu es world champion. Quand tu gagnes la NHL, tu es world champion. Eux, ils s'en foutent en fait s'il y a d'autres championnats dans le monde. Chez eux, quand tu gagnes, tu es le champion du monde. Donc du coup, là, le monde vient vers eux. C'est le moment pour les Américains, je pense, de nous montrer quelque chose. Donc, je mets un point d'interrogation sur cette équipe-là. J'ai hâte de voir comment ils vont évoluer. Et dans une zone assez compliquée, hein, la zone CONCACAF, faut pas l'enlever. Mais il y a moyen qu'ils fassent une belle Coupe du Monde. Mais ça se joue pour moi dès le match d'ouverture. Donc, ouais, je sais pas. J'ai un feeling que les Américains peuvent nous surprendre. Les États-Unis sont rarement ridicules en grand tournoi. Jamais, Je trouve la presque. dernière Coupe du Monde, franchement, c'était assez sérieux le foot qu'ils proposaient. Ouais. Enfin, ils sortent contre les Pays-Bas finalement en En 8e, mais yeah. honnêtement, ils avaient été très intéressants. À plusieurs moments, franchement, les States,
c'est pas mal. Collectivement, il y a quelque chose. Leur truc d'aller assez vite en transition, ils ont un peu de pression. Généralement, ça fait partie des équipes un petit peu à suivre du tournoi. Il manque parfois quelques gros cracks. Alors, il y a des sélections qui ont qui ont genre un, deux très gros joueurs. Et les États-Unis, là, leur plus gros joueur, c'est C'est Pulisic, le Anthony LeBron Robinson, James of Malik soccer. Tillman, Folarin Balogun. Ouais, voilà. Donc, Yeah. c'est peut-être ça. Il peut y avoir un léger manque de talent, de qualité individuelle, mais rarement ridicule et généralement assez fort collectivement. Donc moi aussi, ça m'intéresse beaucoup et on va voir ça là pour le coup dans un format qui est compétitif là. C'est finale de ce top 4 de Nations League avec Panama, Mexique, Canada. Effectivement, c'est un bon test pour les hommes de Pochettino. La dernière chose dont j'ai particulièrement envie de parler sur cette trêve internationale, c'est aussi en Europe, parce qu'il y a un quart de finale de Ligue des Nations qui commence donc dans quelques heures. C'est Italie-Allemagne. Ah oui, c'est intéressant. Et Italie-Allemagne, pour moi, c'est intéressant parce que déjà, c'est un des matchs légendaires de la zone Europe. C'est 8 Coupes du Monde à eux deux. C'est 5 euros à eux deux. C'est une finale de mondial en 1982. Voilà, c'est l'Italie et l'Allemagne. C'est 2 championnats du Big Five. Et l'autre jour, j'ai fait un petit truc en me projetant sur le quart de finale de Champions Inter-Bayern. Bah là, avec ce Italie-Allemagne de Ligue des Nations, il y a quelque chose de similaire. Ma question, c'est qui est devant? Aujourd'hui, qui est-ce qu'on met devant l'autre? Qui a une petite longueur d'avance? Est-ce que c'est l'Inter ou le Bayern? Est-ce que c'est l'Italie ou l'Allemagne? C'est pas facile à dire. C'est dur. Parce que collectivement, l'Allemagne à l'Euro, c'était peut-être la deuxième meilleure nation. Ils avaient posé de vrais problèmes à l'Espagne. Ce quart de finale, là, c'était un peu la finale avant l'heure. Il avait été très compliqué à négocier pour les Espagnols. L'Italie, c'était désastreux à l'Euro. Par contre, aujourd'hui, je vois les 11 probables. Donc là, je suis en train de me prononcer avant le match. On verra ce que ça donne. Mais quand je vois que c'est une Allemagne de Nagelsmann qui a encore Goretzka, qui a encore Sané, qui va jouer en pointe avec le petit Johnny Burkhardt ou peut-être Tim Kleindienst ou peut-être Denis Undav parce que Havertz est blessé. Mais voilà, c'est pas cette Allemagne qui a un vrai bomber comme ils ont eu tout au long de les Miroslav Klose, les Gerd Müller, tout ce que tu veux en pointe. Donc, ils sont un peu vieillissants. Genre, l'effectif, à part bien sûr Jamal et le petit Angelo Stiller qui est intéressant aussi, sinon, ça commence à prendre un petit peu de l'âge. J'ai un doute sur leur vrai réservoir de talent. Est-ce qu'il y a vraiment, comme en Angleterre, comme en France, comme en Espagne, est-ce qu'il y a vraiment une nouvelle génération furieuse qui arrive en Allemagne, derrière Musiala et Wirtz? Ou est-ce que c'est un peu ça et après, dur à dire? Et après, j'ai l'Italie, où collectivement, ça avait été un désastre à l'Euro, mais par contre, il y a un Keane intéressant qui revient à un bon niveau. Malheureusement, Retegui est out, donc on va pas pouvoir voir la paire que voulait voir Spalletti, les deux ensemble. Mais derrière, par exemple, il y a du talent. Il y a Bastoni, qui est un des meilleurs défenseurs centraux de la planète. Il y a Calafiori. Il y a derrière les petits qui poussent Pietro Comuzzo, Buongiorno de Naples. Ce match-up Italie-Allemagne, je vais regarder et apprendre parce que je sais pas trop comment analyser ces deux sélections qui sont deux des sélections les plus importantes de la planète. Déjà, moi, j'en veux un peu à l'UEFA. C'est quoi le délire de mettre les 4 matchs aujourd'hui, en fait? J'ai pas Ouais, compris. Genre, déjà, j'ai trouvé je suis ça dommage, d'accord. en fait. J'étais comme moi, j'ai envie de voir les C'est 4 sûr, matchs. Moi, ouais. les 4 matchs, ils m'intéressent. Bah Genre, ouais. mais de hier, de aujourd'hui, tranquille, tu vois. Ouais, On je peut, suis on peut se d'accord. taper une belle soirée Ligue des Champions, débrief, machin. Moi, j'étais trop chaud, là. Donc là, je suis obligé de regarder l'Espagne et la France. Et derrière, de zapper un Parce qu'on a ça jeudi et dimanche, et après, il y a Yeah. toute la semaine prochaine qui est aussi trêve internationale où il y a rien Je sais, d'intéressant sur la zone euro. c'est une question, je sais pas, ils se préparent pour la Ligue des Champions, ils ont envie de reposer leurs mecs. En fait, je comprends pas c'était quoi Ouais, peut-être. le délire là, mais franchement, il y avait moyen, je pense, là, d'aller chercher le maximum d'audience parce que c'est que des gros matchs. Et en plus, j'aime bien les trêves de fin d'année là, parce que là, on est en fin de saison, donc tout le monde est hypé et tout, donc ça nous permet de voir aussi certains profils. Il y en a même qui prient que leur gars ne joue pas, tu vois. J'ai vu les supporters du Barça, ils sont très heureux. Dès que tu dis, il y a un boy, il joue pas, ils sont heureux, ils sont comme tant mieux. Moi, aujourd'hui, j'ai vu Saliba, apparemment, c'est Upamecano, il va jouer. J'ai dit, fais jouer Upamecano si tu veux. Tant mieux que Saliba il se repose. Donc, c'est ça. Mais bon, Italie-Espagne,
Ouais, là encore point d'interrogation. Moi, j'avais Nagelsmann sur ma liste parce que Nagelsmann, c'est un des jeunes coachs pimpants. Tu vois, c'est un de ces mecs-là qui, normalement, c'est le top du top. Nagelsmann, c'est le futur, en fait, tu vois. Donc là, il a pris le risque d'aller avec l'équipe nationale avant l'Euro. C'était l'Euro à domicile. Il devait normalement gagner cet Euro-là. Bon, le hasard a fait qu'ils sont tombés face à l'Espagne. On s'en rappelle. Cucurella, machin, un gros match en plus. C'est passé pas mal de choses. C'était une top Ouais, bien rencontre sûr. et tout. C'était super cool. Bon, malheureusement, Ouais, avec Toni Kroos, il tombe face à les futurs champions. C'est pas un scandale. Maintenant, non. à savoir ce qui va se passer pour le futur, c'est vrai que j'ai le même doute que toi. Moi, quand j'ai vu les dernières 11 de départ, j'ai vu Leroy Sané. J'ai dit, en fait, moi, je sais pas, Leroy Sané, je sais pas, je sais pas. En fait, Leroy Sané, dude, il n'a pas été fort depuis 2019. Je sais pas, depuis 2019, il n'a pas été fort. Il a 29 ans, mec, hein, Mais il est c'est nul. incroyable. Il est devenu trop nul, en fait. Je sais pas, il nous fatigue. On a capté. Quand il avait 22 ans, il était meilleur jeune joueur de la première ligue, là. Il était très fort. On s'en rappelle, côté gauche, il a fait feu et flamme et tout. Aujourd'hui, tu regardes Leroy Sané au Bayern, c'est pas le point fort, c'est un point faible. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué. Je ne sais pas. Je vois pas le talent allemand comme ça. Je vois pas les futures générations qui font bluffer, qui font rêver. Peut-être qu'on regarde pas assez la Bundesliga. Donc, c'est pour ça que je mets un point d'interrogation en me disant, on sait jamais. J'ai hâte de voir. Dans tous les cas, c'est une grosse nation. Ils sont sur que des échecs. Que des échecs. Depuis, depuis 2014. C'est ça, non? Depuis 2014. Ils sont que sur des échecs. Chaque coupe, chaque coupe, ils se font taper. Chaque euro, chaque coupe du monde. Donc, il est temps maintenant que les Allemands passent ce palier-là avec Nagelsmann. Donc, point d'interrogation. L'Italie, c'est l'Italie. Moi, l'Italie, j'aime pas parler de, tu sais pourquoi? Parce que l'Italie, c'est quand ils sont le plus nuls qu'ils gagnent des compétitions. Donc, en fait, j'essaie même pas de beaucoup réfléchir avec eux. 2006, on s'y attendait pas, ils arrivent. L'Euro 2021, là, il y a aucune logique. Je sais même pas comment ils ont fait. Ils sont débrouillés, ils sont allés taper tout le monde, ils sont arrivés jusqu'en finale, ils ont gagné l'Euro. Il fallait que Chiellini, il attrape le maillot de Bukayo Saka. On était vivants, hein. C'est parce que c'est Southgate qui était en Angleterre. Si c'était un autre coach, l'Angleterre aurait gagné ce match-là. Donc, c'est à Wembley en plus. c'est ça. La clim Ouais, énorme. je me rappelle très bien, les Italiens, c'est des truands, eux. C'est quand ils sont nuls qu'ils vont gagner. Donc, avec eux, je sais jamais. Dans tous les Après, cas, ils étaient très forts sur cet Euro. Même pré-tournoi, ils jouaient super bien. C'était un peu comme l'Espagne cette année en moins fort. Mais ils avaient vraiment un super jeu collectif sous Mancini. Gros C'était du haut niveau, gros milieu de terrain, Barella, ouais. Jorginho, je me rappelle, double pivot, Barella, Jorginho, ils étaient venus traumatiser les gens. Non, Ouais, c'était haut. Donc, bon. Insigne qui avait fait un top début de tournoi. Chiesa, Spinazzola avant sa grosse blessure. Chiesa a été fort. Chiesa a été trop fort. Buteur en demi-finale Bonucci, face à l'Espagne, tout ça. Et Donnarumma au tir au but. la dernière de Bonucci, Cellini, quoi, tu vois, ensemble et tout. Donc, ouais, c'était, je leur donne, mais c'est pour dire que c'est les Italiens, quoi. Ils arrivent toujours dans l'ombre. Ils arrivent toujours dans l'ombre. Après, ils vont faire leur tournoi. Quand ils se qualifient. Oui, si, j'avoue que c'est des problèmes de qualification. D'ailleurs, même au dernier Euro, mais la phase de poule de l'Italie. Mais à un moment donné, tu penses qu'ils vont aller loin? À un moment donné, je pense qu'après le deuxième match, les Calafiori, machin, il n'y a pas un match, il y a un match à l'Euro. Non, ils étaient désastreux. Ils ont gagné le premier contre l'Albanie, mais ric-rac. C'est ça qui m'avait Et après, qui m'avait donné de l'espoir. Une défaite. Et je crois qu'ils ont perdu contre la Suisse. Non, ils ont perdu contre la Suisse peut-être en 8e. Yeah, et ils avaient été vraiment battus par l'Espagne et la Croatie, ils avaient fait un 0-0 un peu dégueulasse le dernier match. C'est ça. Si mes souvenirs sont bons. Ils ont fait 1-1 face à la Croatie avec une égalisation de Zaccagni à la dernière minute. C'est des voilà. On sait jamais avec eux. Bref, donc voilà, l'Italie, je mets un point de truc, mais j'ai hâte de voir quand même cette Allemagne-là. Et j'espère qu'il y a ce qu'il faut là-bas pour, en tout cas, relancer la Mannschaft. Avant qu'on finisse, tu as peut-être quelque chose à nous dire sur la zone Afrique? J'en ai deux là. En fait, zone Afrique, j'en ai un. Okay. Zone Afrique, j'en ai un. Avant ça, j'avais la Suède. Juste, moi, je sais pas, je regarde. Je les vois de loin. Ouais, je suis d'accord. Je sais pas, est-ce que Gyökeres, Isaac Kulusevski, est-ce que sans compter les Elanga et les machins, tous les boys bizarres là qui sont là-bas. Le petit Lucas Bergvall de Tottenham, petit gars qui arrive. Sur mon Trello des vidéos, là, j'ai tout un sujet Suède. Genre pour dans un an, commencer à parler de la Suède. C'est bien. On attend le World Cup Tour. On connaît Wilou, il arrive bientôt avec le World Cup Tour. Il a 48 équipes à faire, bonne chance. Je sais pas comment il va faire. J'ai juste marqué attention à la Suède. Il y a de quoi. Il y a de quoi faire attention. Moi, je dis, méfiez-vous de cette équipe suédoise-là. Beaucoup de qualité offensive et défensivement aussi. Donc, je sais pas, il y a quelque chose qui me fait dire que c'est peut-être le retour de la Suède de 2002. Hugo Larsson, Sébastien Nanasi, peut-être Isaac Yen de l'Atalanta en défense centrale.
Mais c'est peut-être la défense où c'est un peu plus léger. Mais par contre, comme tu l'as dit, tu fais Nanasi, Bergval, Kulusevski, Isak, Gyökeres et d'autres qui peuvent arriver. Ça commence à avoir une bonne tête. Ouais. Ça donne, donc il y a moyen. Et j'avais le dernier, en fait j'avais un petit parallèle, j'aime bien faire les parallèles avec l'Italie, Ouais. j'ai oublié. La dernière fois qu'ils sont allés aux États-Unis, ça s'est bien passé. Si je m'abuse. 94. Ouais, c'est dommage. Il y a juste Baggio, il est venu mettre le penalty. Ouais. Moi, le penalty de Baggio, je suis né, on m'a raconté le penalty de Roberto Baggio. Je pense que c'est un penalty qui a traumatisé toute une génération, celle de mon père, de tout ça là. Et les gars, je pense que l'Italie, là, cette année, il y avait moyen peut-être de les trucs. Ils ont perdu face au Brésil. C'est pour dire, juste la petite parenthèse. La solitude du tireur de Ouais, penalty. je vois très Baggio bien. face à Tafarel, Ouais, je vois. 1994. 14, c'est vraiment, c'est un Ouais. penalty mythique. C'est un des penalties les Ouais. plus mythiques peut-être du football. Et Exactement. Baggio Ouais. était trop fort. Baggio, quand tu vois les vidéos de Baggio, tu es comme, ouais, quand même, c'était Ballon d'Or level, en fait. C'était un joueur incroyable. Ouais. Malheureusement, bon, ça s'est pas très bien terminé, mais la compétition s'était bien passée pour les Italiens. Dernier point, j'ai envie de finir avec ça, zone Afrique. Il y a pas mal de choses sur lesquelles on pourrait parler, tu vois, pas mal de choses, mais j'ai envie de me concentrer sur un seul point. On peut parler du Maroc qui a une belle génération. Finalement, ton petit Chemseddine. Ton petit Ouais. Chemseddine, je pense qu'il a fait son choix. Je pense qu'il a été appelé par Walid Regragui. Il me semble qu'il était dans la liste. En tout cas, il me semble. Hein, j'ai vu la liste et j'ai vu un Talbi. Je pense que c'est lui. Et tout à suivre. Je sais pas si le temps que tu double check, que tu vérifies. Donc le Maroc qui Ouais, c'est organise, ça. le Maroc qui Ouais, organise une. exactement. Ouais. Ah, c'est ça. Hein. Ils organisent Ouais. une Coupe du Monde à la fin de l'année, une Coupe du Monde, une Coupe d'Afrique, pardon, à la fin de l'année. Ils sont à Ouais, j'ai eu peur, je me suis dit, non, oula, non, la attends. Coupe du Monde, c'est dans 5 ans. La Coupe du Monde, Oui. c'est dans 5 ans là-bas. Ils ont une CAN à domicile, mais la dernière CAN, on s'en Ouais. rappelle malheureusement, Achraf Hakimi, penalty raté, machin, tout ça, ils se font éliminer. Après avoir permis à la Côte d'Ivoire de revivre, de renaître de ses cendres pour aller gagner la CAN. Vont-ils être capables de le faire chez eux? Point d'interrogation, mais bon, ça, on peut débattre un peu. Le Sénégal aussi, avec Hassan Diao, finalement, qui a été appelé. Voilà, les Espagnols, ils ont beaucoup parlé. Ils ont beaucoup parlé. De La Fuente a parlé aussi. Je pense que c'est un boy qui est très talentueux, que je pense qu'ils avaient un œil là-dessus. Maintenant, il a choisi de jouer pour le Sénégal. C'est cool, c'est super intéressant parce qu'on avait besoin de ce genre de profil-là. Ça montre aussi le niveau de certaines nations africaines qui ne fait qu'augmenter. Donc, ça fait que certains binationaux ont des choix plus faciles à faire. Moi, je peux pas les juger sur leur choix parce que chaque choix est personnel, mais ça fait plaisir de voir des Talbi qui vont avec le Maroc et des Hassan Diao qui viennent avec le Sénégal. Donc ça, c'était un peu, voilà, ces deux petits points. Le point réellement que j'ai envie de discuter, c'est le point surprise. C'est la Libye qui se qualifie à la Coupe du Monde 2026. C'est un point out of nowhere. Il y en a plein, ils vont se demander pourquoi il parle de ça, Stan. Ça fait pas de sens. C'est quoi ce délire? Où est-ce qu'il va, lui? Il nous amène en Libye. Je dis, ouais, je vous amène en Libye parce que la Libye a un nouveau coach. Et le nouveau coach de la Libye, c'est Aliou Cissé, du Sénégal. Aliou Cissé est rentré est devenu coach depuis, je pense, 2 semaines de la Libye. La Libye est deuxième de son groupe de qualification pour la Coupe du Monde derrière le Cameroun. Et le Cameroun a fait match nul hier face au Swaziland, 0-0. Ce qui fait que la Libye n'a pas encore joué. Elle joue ce soir, si je m'abuse. Elle a 2 matchs à jouer, dont un face au Cameroun la semaine prochaine. Si Aliou Cissé gagne ses 2 premiers matchs à la tête de la sélection libyenne, la Libye est première de son groupe de qualification de Coupe du Monde. Connaissant mon Aliou Cissé, connaissant le personnage, sachant qu'il n'a pas fait un choix au hasard et qu'il cherchait une sélection où il y a du mental. Lui, c'est le mental déjà. Il cherchait une sélection où il y a du mental, où les gens ont vraiment envie de performer, où ils ont envie d'être sur la lumière. Je pense qu'il y a moyen pour cette équipe libyenne-là qui a 7 points de dépasser le Cameroun, de se placer à la première place et de pas y bouger. Dans tous les cas, d'ici la semaine prochaine, ce sera clair. Mais je vois bien Aliou Cissé à la Coupe du Monde 2026 avec la Libye. Donc voilà, moi c'est les 2 premiers qui se qualifient dans les groupes de 6 là? Le premier se qualifie, le deuxième va en barrage. Ok. Donc la première place est automatiquement qualificative. Je pense que on est à la trêve de mars. Il avait pas mal d'offres de ce qu'on a pu m'expliquer, ce qu'on a pu me dire. Il avait pas mal d'offres assez intéressantes. Je pense que le choix de la Libye s'est fait aussi sur ça. La Libye va pas à la Coupe d'Afrique, ça c'est sûr et certain. Ils feront pas de CAN, mais d'un autre côté, ça leur permet aussi de pouvoir, je pense, se préparer, mais grandement là, et de tout donner, parce que les matchs de qualification, ils finissent en novembre prochain, je pense. Hein. En novembre prochain, avant d'aller à la CAN, normalement, on sait déjà qui va aller à la Coupe du Monde, tu vois. Là, il y en a 4 qui ont été joués, 4 ou 5, ou même 3 dans certains groupes sur 10.
au total. C'est ça. Alors que je crois qu'on vient de chercher, tu as commis un crime là. Ouais, je te jure, Je je sais pas ce que tu comprends as fait, pas. Ouais. Stan, mais Mais je te jure, sur ma vie, je comprends pas en fait ce qui se passe. Je dis, je vous ai dit, hein, c'est la vie à Montréal, ça, c'est la vie de bandit. Montréal, non, c'est mais Gotham City. En plus, moi, je suis au centre-ville, tu vois. Donc, 1, 2, 3, ouais, j'ai des... Il me fatigue. Mais sinon, dans la zone Afrique, je vois qu'il y a un truc. Ton Sénégal joue un gros match là contre le Soudan. Oui, j'ai pas envie de beaucoup parler là. Nous, on n'est pas premiers. Non, c'est ça. Le Soudan, 4 matchs, 3 victoires, 1 nul, 10 points, 2 de plus que le Sénégal. Oui. Le Sénégal qui est deuxième. La RDC qui est troisième. Tout à fait. Togo quatrième. Et gros Soudan-Sénégal. C'est quoi? C'est samedi. T'inquiète, nous tous, on est là, on attend. Le Soudan, ça fait un an que je les attends. Ça fait 1 an que j'attends ce match-là parce que je me dis, c'est un match pivot. Hein. C'est un match, si on le perd, on est foutu. En plus, on doit aller jouer contre eux. Le hasard du calendrier fait de telle sorte que le Soudan ne peut pas jouer chez eux. On va jouer à Benghazi, en Libye, le nouveau pays d'Aliou Cissé. Je sais pas, il y a trop de signes qui sont contradictoires. En ce moment, moi, il n'y a rien qui marche là. Pour moi, c'est pour ça que j'ai pas envie d'en parler. Moi, je suis assez superstitieux. Je sens pas l'affaire. Et bah, très bien, Stan. On n'en parle pas et ça ravira l'audience parce qu'on a déjà fait plus d'1 heure. Donc, restons-en là. Et on se donne rendez-vous sur la chaîne de Stan où épisode 2 du Power Ranking Ballon d'Or. Il y a pas mal de chemin qui a été fait depuis le premier épisode et maintenant on statue où est-ce qu'on en est dans la course la plus prestigieuse des distinctions individuelles. Rendez-vous chez lui pour ça. Merci de votre soutien et de votre force sur ce long épisode. On a pris beaucoup de plaisir à parler de trêve. Finalement, la trêve, c'est pas si mal quand il y en a une, peut-être, au printemps, histoire de respirer un peu avant le top 8, le sprint final de malade qui arrive. Et donc c'était un plaisir comme d'habitude. Rendez-vous sur la chaîne de Stan les potes, prenez soin de vous, passez un excellent week-end et on se dit à très vite. Bisous.